En 1996, alors que le génocide au Rwanda, les génocides au Rwanda, il y en a eu 4, même si on ne parle que d'un seul. Les génocides au Rwanda sont en train de mobiliser l'opinion publique. Je reçois à Kinshasa un coup de téléphone d'un certain Léonce Ndarubakié qui m'appelle. Je venais de sortir du journal à 13h30. Il me dit, Monsieur Kwebe, est-ce qu'on peut se rencontrer à l'hôtel Diplomate? N'est-ce pas, non loin de l'hôpital de Kintambo. Je m'y rends, je vois un monsieur grand, 2 mètres et quelques, un tout petit pur jus. Il dit, Monsieur Kwebe, ça fait 2 semaines que je suis ici, à Kinshasa, j'attends d'être reçu par le président fondateur, c'est par Mobutu, et je suis les informations. Je me rends compte, Kwebe, que c'est vrai, vous êtes un excellent journaliste. Mais excusez-moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez du Kivu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors j'étais un peu, évidemment, humilié. Il dit, mais écoutez, parce que vous ne savez pas qui sont les Tutsis. Vous ne savez pas, moi je suis Tutsi, dit-il. Je peux remonter l'arbre généalogique de ma famille jusqu'au XVIIe siècle. Je sais qui était mon arrière-arrière-arrière-grand-père, jusqu'au XVIIe siècle. Eh bien, moi j'étais gouverneur de Muramvia, n'est-ce pas? C'était le bras droit de Ndadaye, le président qui a été assassiné. Oui, Melchior Ndadaye. J'étais son bras droit, gouverneur de Muramvia. Et moi, j'ai échappé à 5 attentats. N'est-ce pas? J'ai échappé à 5 attentats par mes frères Tutsi. Entre parenthèses, on en parlera. Fachi a échappé à 5 attentats ici, mais dont on ne parle pas. Fachi a échappé à 5 attentats. Le premier, c'est celui contre son avion, avec son chauffeur et sa voiture en Antonov. Oui, c'était ça le premier attentat. Mais il y en a eu d'autres dont on ne parle pas. Donc il dit que, Léonce Ndarubakié me dit qu'il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Mais j'attends depuis 2 semaines, je ne suis pas encore reçu. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous, les Tutsis, nous portons aux Bantous congolais. On vous hait, on vous déteste. Et d'ailleurs, on vous appelle des chèvres dans notre argot. Et pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Le moustique ne vous a rien fait, mais dès que vous voyez un moustique, le premier réflexe c'est de l'écraser. Dès que vous voyez un serpent, si vous avez un bâton, le premier réflexe c'est de le taper. Eh bien pour nous les Tutsis vis-à-vis des Bantous et des Hutus, c'est la même chose. Et c'est dit en toutes lettres dans le plan d'annexion, le plan ici. Il dit on vous déteste, on vous hait, comme vous ne savez pas. Et je vous signale que les Tutsis sont en train de préparer un coup contre Mobutu. Ils ont dû rire sous cap lorsque Félix Tshisekedi disait que Kagame est son frère. Exactement. Mais, écoutez, voilà ce qu'ils disent ici. Tout intellectuel, c'est le point 4 du plan, il y en a 18, il y a 18 points. Hein. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Motutsi est tenu de se faire un ami dans tous les services de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. C'est le point 4 du plan. Ça vaut la peine de le lire, vous allez comprendre que en fait nous sommes totalement à côté de la plaque. Nous n'avons pas la moindre idée du péril majeur qui plane au-dessus de nos têtes, de l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nous depuis le 6 août 1962. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a gagné ces élections. D'abord en 2006, en 2011, en 2018. Et il y a 24 candidats, ou 26, je ne sais plus, qui n'ont jamais lu ceci. Alors qu'il y a un péril majeur qui est au-dessus de nous et dont nous n'avons pas pris conscience. Et quand vous en parlez aux Congolais, ils disent, mais vous exagérez, Mboko Ekokufate, Nani Nzambe Azo Sala, Yahvé Azo Sala. Mais la Yougoslavie, qui parle maintenant de la Yougoslavie? Juste une petite anecdote. Je vais à Western Union, au guichet, pour envoyer de l'argent au pays. Devant moi se trouvent 2 jeunes blancs, 18-20 ans. À l'époque, il y a cela, on remplissait encore des formulaires. Hein. On leur remet un formulaire qu'ils remplissent pour envoyer de l'argent. Alors, l'employé de Western Union prend le formulaire et regarde. Et c'est une dame. Et elle leur demande, mais où envoyez-vous l'argent? Ils disent, mais c'est écrit là-bas, sur le formulaire, on envoie de l'argent en Yougoslavie. Et la dame leur répond, mais écoutez, mais messieurs, vous ne savez pas que la Yougoslavie n'existe plus? Moi, j'ai peur, mon cher Kerwin, que dans 5 ou 6 ans,
ce ne sera plus une question de parler de la Yougoslavie qui n'existe plus, mais ce sera « Ah, mais vous ne savez plus que la République démocratique du Congo n'existe plus. Aujourd'hui, la Libye n'existe quasiment plus. C'est un pays qui est divisé en trois. La Tripolitaine, la Cyrénaïque et la région de Benghazi. Le Soudan, qui est voisin du Congo, divisé en deux, le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, avant que la province du Darfour, qui est frontalière du Tchad, ne soit également séparée. Donc, il y a un péril majeur. Le plan de balkanisation du Congo, mon cher Kérouine, existe depuis 1972. Depuis 1972, depuis 51 ans. Et plusieurs chancelleries d'ambassades dans le monde possèdent ce plan de balkanisation du Congo en vue de la création du Tutsi-land, c'est-à-dire de la création du foyer national Tutsi qui comprendrait l'ancien district du Tanganyika, n'est-ce pas, selon l'ancienne, n'est-ce pas, division administrative, le sud Kivu, le nord Kivu, une partie du Maniema, l'autre partie étant destinée à être annexée par l'Ouganda, n'est-ce pas? Voilà les frontières du Tutsi-land. Donc, le district du Tanganyika, le sud Kivu, le nord Kivu et une partie du Maniema. Ce plan existe et tous les jours, aujourd'hui, comme hier, comme demain, les Tutsis y travaillent patiemment, inlassablement. Depuis Kingakati, où il est réfugié dans sa forteresse, Joseph Kabila y travaille tous les jours. Pendant la journée, Joseph Kabila est un Congolais. La nuit, c'est un Tutsi. Le phénomène Mombondo, les gens ne se posent pas la question, mais pourquoi brusquement les Bateke et les Bayaka se mettent à se taper, à se couper des machettes? Mais c'est Kabila qui est là-dedans. Et soit noté en passant, encore une anecdote. Vous n'allez pas y couper. Je pose souvent la question aux Congolais. J'ai animé pas mal de conférences ici en Europe. Partout, j'ai animé des conférences. Je pose la question aux Congolais. Dites-moi, qu'est devenu Hippolyte Kanambe, le commandant Hippo? Les gens disent, ah, le commandant Hippo. Mais c'est Joseph Kabila. J'ai dit non. L'un s'appelait Hippolyte, celui-ci s'appelle Joseph. Ce ne sont pas deux personnes, ce ne sont pas c'est pas la même personne. Qu'est devenu Hippolyte Kanambe, qui est arrivé dans les bagages de l'AFDL, qui fut le chef d'état-major de la force terrestre, n'est-ce pas, dont je crois que c'est le général Mounene qui fut son adjoint. Qu'est devenu le commandant Hippo, dont on ne parle plus, vous le savez bien. Le nom du commandant Hippo a complètement disparu. Eh bien, je vous apprends que le commandant Hippo a été assassiné en 2008, au mois de février, par son oncle James Kabarebe, et que celui que s'appelle aujourd'hui Joseph Kabila, c'est le jumeau de Hippolyte Kanambe. Donc, voyez ce pays, le Congo, on assassine son chef d'État, Hippolyte Kanambe, on le remplace par son jumeau. Et circulez, messieurs, il n'y a rien à voir. Tout est normal. Mais c'est pour ça que je me dis, mon cher Kérouine, n'importe quoi peut nous arriver maintenant. Quand on remplace un chef d'État à la tête d'un pays, sans que les gens s'en rendent compte. Ni les militaires, ni le clergé, ni le cardinal, ni les évêques, ni les journalistes, ni les ministres, ni les députés, ni les sénateurs. Personne ne s'en rend compte qu'on a remplacé un chef d'État. J'ai avec moi ici la photo des deux jumeaux côte à côte. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc Jeannette n'est pas la jumelle. Ah, Kabila n'est pas la jumelle. Mais non. Mais le monsieur est bel et bien un jumeau. Mais bien sûr, Joseph Kabila est jumeau de Hippolyte, mais pas de Jeannette Kabila, ils ne sont pas nés la même année, ni dans la même ville. Et d'ailleurs, Jeannette Kabila est en fait apparentée à qui? À James Kabarebe. James Kabarebe qui est en fait... Vous savez, James Kabarebe vient quasiment chaque week-end faire la Nouba à Kinshasa. Quasiment chaque week-end. Il descend à bord de son avion jet privé à l'aéroport de Njili. Une voiture aux vitres blindées s'avance sur le tarmac. Il monte à bord de la voiture, ni vu ni connu. Il vient faire la Nouba dans les hôtels à Kinshasa. C'est tout.
Voilà où nous en sommes. Et lui-même, Joseph Kabila, vous savez, pendant il n'a jamais pu tenir un débat à la télévision. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je me rends compte qu'aucun des 24 candidats ne passera devant les écrans de télévision pour animer un débat. C'est quoi cette démocratie où les protagonistes ne tiennent pas de débat? Suite, mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri Pavlenko, bonjour. Vous nous parlez Vincent ce matin d'Afrique et de la guerre oubliée dans l'est du Congo. Oui, chers auditeurs, stop, ne partez pas, ne zappez pas tout de suite, je sais, c'est une guerre qui n'intéresse guère, elle dure depuis 30 ans, c'est trop long, les grands lacs on voit mal où c'est loin et c'est obscur, on ne distingue pas toujours les bons et les méchants et parfois même les rôles s'inversent, mais quand même, c'est une guerre qui a fait 6 millions de morts, estimation basse. À un moment, il y avait 9 pays impliqués sur le terrain, près de 200 groupes armés. C'est la première hécatombe du 21e siècle, la première guerre mondiale africaine. On vous rebat les oreilles matin et soir avec l'Ukraine et Gaza, comme si les victimes saignaient sur votre paillasson. Mais la guerre des Grands Lacs est autrement plus meurtrière, et c'est comme si ça se passait sur Mars. Pourtant, vous dites que ça nous regarde, ça fait même partie de notre vie. Dans votre poche, Dimitri, votre portable fonctionne avec des condensateurs, votre ordinateur a besoin de filtres à ondes de surface, et tout ça, comme votre PlayStation, ça marche avec du coltan. Et les mines de coltan sont dans l'est du Congo. Le Rwanda, qui n'en tire pas un gramme de son sous-sol, en est le principal exportateur. Et pour réussir ce tour de passe-passe, il fait la guerre au Congo. Les mines de coltan, de cuivre, de cobalt sont l'un des enjeux du conflit. Il y a des milices locales, souvent constituées sur une base ethnique, avec notamment des Hutus et des Tutsis, ça nous rappelle quelque chose. Elles ont fait allégeance soit à l'armée congolaise, l'armée nationale, soit à l'armée rwandaise, comme le M23, le principal groupe armé. Oui, qui encercle ce matin la capitale régionale Goma. Goma, c'est 1 million d'habitants et au moins 1 autre million de va-nu-pieds qui campent sous des tentes de fortune, les déplacés qui ont fui l'avancée des rebelles, les viols, les massacres. Les miliciens du M23, soutenus par 3 à 4 000 soldats rwandais, ont lancé la nouvelle offensive en novembre. Début janvier, ils étaient à 80 km de Goma. L'ONU sonnait le tocsin. Hier, ils étaient à 6 km. Les drones de l'armée rwandaise mettent l'ennemi en déroute. Et ce matin, les assaillants sont à la porte de la ville. Goma a basculé dans le chaos. Les hôpitaux sont débordés. Les humanitaires aussi. Les pillages ont commencé. Et on mesure pleinement l'impuissance des Nations Unies. Alors, ça fait un quart de siècle que les casques bleus sont déployés dans les Grands Lacs pour faire respecter les cessez-le-feu. Ils en payent le prix d'ailleurs. Le M23 a tué ces derniers jours 13 soldats, 13 casques bleus, des Sud-Africains, des soldats de l'Uruguay, du Malawi. Et hier, le Conseil de sécurité s'est d'ailleurs réuni en urgence, comme il se doit. Le secrétaire général a exigé le repli de l'armée rwandaise, comme elle l'avait fait avant, comme l'avaient fait avant les Britanniques et aussi les Français. Et la seule conséquence, c'est qu'on en parle. Pardonnez-moi, je m'étrangle. Éclaircissez-vous la voix. C'est qu'on en parle ce matin. Une guerre de 30 ans, donc, une guerre à 6 millions de morts, avec des millions de déplacés, la guerre d'un pays qui en pille un autre. Mais on n'en parle pas, alors pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'ose rien dire à un pays qui a connu un génocide, et c'est le cas du Rwanda, parce qu'il est difficile d'admettre que la victime d'hier soit le bourreau d'aujourd'hui, et il n'y a pas de Poutine à détester, pas de blanc à incriminer, seulement le président Kagame, le tyran contemporain qui a le plus de sang sur les mains. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet, merci beaucoup. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien?
La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne. C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa et ils me disaient: Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats pour une vraie indépendance économique et démocratique. Monsieur le commissaire désigné, bonjour. Je vais m'exprimer en français. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Honourable member, thank you for your question. However, the pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners in Africa. We are developing here a lot of successful projects. If there is a case of the violation of human rights or other things, I will have a look on it and I will respond back to you. But basically, this is my level of information is not as dramatic as you told me now. So I'm not able to react immediately because basically when it comes to projects in Rwanda, I think this is one of the good cooperations we have in Africa. Stop au massacre à l'est du Congo. Ce qui se passe actuellement est un crime d'une ampleur dingue, chers amis. Goma, l'une des plus grandes villes du Congo, est assiégée par la milice armée du M23, soutenue par le Rwanda voisin. Ça fait déjà 30 ans que cette guerre a fait déjà des millions de morts. Tout ça pourquoi ? Pour ce qui se trouve évidemment dans le sol de la République démocratique du Congo, pour les minerais dont se gavent les multinationales occidentales. Et donc c'est juste une sainte guerre pour le fric et pour le profit. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que l'Union européenne passe des accords commerciaux avec le régime rwandais pour se fournir évidemment en matières premières venant du sol congolais. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter, chers amis, avec ce 2 poids, 2 mesures au détriment du peuple congolais. Quand il s'agit de l'Ukraine, l'Europe sort les grands discours sur les droits de l'homme, sur le droit international, sur la souveraineté, etc., etc. Mais ici, quand il s'agit du Congo, elle soutient les forces armées qui violent cette souveraineté. Alors, chers amis, chers camarades, c'est clair, il faut des actes pour stopper le massacre. On a proposé avec le PTB de suspendre l'accord commercial entre l'Union européenne et le Rwanda.
malheureusement, il faut le dire aujourd'hui, une majorité de partis politiques belges, une majorité de députés belges allant de la droite aux socialistes ont voté contre notre proposition. Mais nous allons continuer ce combat et je dis ici toute ma solidarité au peuple congolais. Ce que vous avez entendu, ce qui se passe à l'est du Congo, ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais, ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan. Ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo, qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Mais c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'Est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation, pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et c'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud, qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient
suspendu son financement. Hein, et que donc eux ils avaient dit voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, ben on va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement et on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. L'impérialisme aujourd'hui, le vrai visage de la politique étrangère et commerciale européenne en Afrique, c'est ça. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais vit la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Alors aujourd'hui, faisons pression sur les dirigeants européens, parce que ce n'est pas acceptable que l'Europe joue ce rôle-là. Alors il est possible aujourd'hui de faire pression, c'est nécessaire pour que l'Europe arrête sa complicité avec les crimes sur place. Alors envoyons un message à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ou à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Envoyez-leur un message par les réseaux sociaux, envoyez-leur cette vidéo-ci. Et en plus, mobilisez-vous dans la rue, parce qu'il faut mettre la pression sur nos gouvernements aujourd'hui.